Il y a le parcours professionnel qu'on va prendre aussi et puis après toutes nos responsabilités dans la journée. Si c'est vrai qu'on est, femme avec, je sais pas, moi c'est vrai que je n'ai pas d'enfants donc du coup, si j'avais 5 ou 6 enfants, peut-être que ça serait complètement différent. Voilà et après c'est vrai que c'est le parcours de vie de chacun mais je pense qu'à la base, on a tous cette faculté et c'est petit à petit qu'on s'en éloigne, en fait. Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission: aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Salut, salut, je t'accueille avec plaisir sur ce nouvel épisode de podcast où on va discuter avec Émilie. Émilie est peintre, elle est portraitiste, elle fait aussi de l'abstrait. Si tu me connais bien maintenant, tu sais que j'aime les créatives à l'univers très marqué et c'est ce qu'on retrouve chez Émilie. Elle nous transporte dans son univers plein de couleurs, plein de fleurs. Elle expose dans pas mal de galeries. Elle est aussi auteure de livres pour des artistes entrepreneurs et elle est aussi coach et mentor pour les artistes entrepreneurs. Elle les aide justement de passer de ce positionnement d'artiste, entre guillemets, on va dire pur, vers un positionnement d'artiste entrepreneur, donc avoir la casquette de gestionnaire d'entreprise, en plus de la casquette d'artiste. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'interviewer. Je te laisse tout de suite avec la conversation. Bonjour Émilie, Bonjour Lola, comment vas-tu? je vais très bien, merci, je suis ravie d'être là. Ah oui, moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Ça fait, quelque temps déjà que je te suis sur les réseaux et je vois ton travail et notamment, les bons conseils que tu donnes aux artistes à travers tes manuels, tout ça et je trouve ton travail génial. Donc je suis contente de pouvoir, t'accueillir et échanger avec toi et puis te présenter aussi à ma communauté du coup. Eh bien merci, merci, c'est très gentil, je suis ravie. Alors parle-nous de toi, quelle est ton activité? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors au quotidien, je suis artiste peintre, donc je fais ça, à temps plein et on va dire que j'ai une deuxième casquette, c'est le conseil aux artistes puisque, maintenant depuis que je me suis lancée en tant qu'artiste professionnelle, j'ai monté un blog et sur ce blog en fait, je décortique le métier d'artiste peintre et donc du coup, j'en suis venue petit à petit à aider les artistes, qui d'abord lisaient mes articles et puis qui m'ont contactée par la force des choses, voilà. Ouais, c'est génial ça. C'est quand on se lance comme ça, surtout dans un métier artistique, il y a 2 métiers en fait. Tu as le métier d'artiste en soi, puis tu as le métier d'entrepreneur. Il y a 2 voies à découvrir en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, artiste peintre, surtout de nos jours, c'est entreprendre. C'est entreprendre dans la création, mais aussi entreprendre, dans d'autres compétences, qu'on n'a pas forcément au début. Donc gérer une activité, moi j'ai pas été formée, à la sortie de mes écoles d'art. Donc j'ai appris sur le tas en tant qu'autodidacte, on va dire, pour tout ce qui est gestion d'activité, quoi. Ça, c'était vraiment pour moi tout nouveau. D'accord, et comment tu t'y es pris justement pour cet apprentissage sur le tas? Est-ce que tu as eu des bonnes adresses, des ressources ou c'est vraiment que tu as testé? Alors, on va dire qu'au début, dans mon activité, quand je me suis lancée, je regardais beaucoup, enfin, je lisais beaucoup les blogs d'artistes américains qui commençaient déjà à parler de l'entrepreneuriat, chez les artistes. Donc je regardais un petit peu, je lisais un petit peu ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils partageaient. Donc ça m'a beaucoup aidée et puis ensuite, je me suis aussi documentée sur des blogs français, mais vraiment, sur l'entrepreneuriat, pur et dur et puis j'ai un petit peu associé avec mon profil, quoi. Ouais, ouais, donc tu as créé quelque chose à ta sauce en fait. Et c'est vrai que j'ai cette impression-là que les anglophones sont beaucoup plus avancés que nous sur toute cette partie, entrepreneuriat de façon générale, mais aussi tout ce qui est lié à l'artistique, la créativité, ils ont une façon plus simple d'aborder les choses que nous en France, j'ai l'impression. Oui, alors là, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout qu'en plus, j'ai vécu 4 ans en Angleterre, donc j'ai pu vraiment ressentir, la différence qu'il y avait quand je parlais de mon métier, quand j'étais à Paris, parce que j'ai aussi vécu à Paris 12 ans. Donc quand je parlais de mon métier à Paris, bon, les gens étaient, très gentils avec moi, mais ils avaient tendance à me demander, quel était vraiment mon vrai métier à côté. Alors qu'en Angleterre, quand je parlais, métier artistique, les gens trouvaient ça amazing, ils étaient: «Vas-y raconte, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ça doit être génial d'être à son compte». Enfin voilà, c'était plutôt cette mentalité-là et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et ça m'a permis aussi de comprendre, qu'en fait on pouvait, regarder différemment un métier et que le métier d'artiste pouvait être complètement un métier en soi quoi et c'était pas forcément qu'un loisir, en tout cas si on le développait en tant qu'activité professionnelle
Et c'est vrai que oui, les anglo-saxons sont ouverts, on va dire, à plus d'expérimentation professionnelle, on va dire. Et c'est vrai ce que tu dis, le côté vrai métier, ça j'ai souvent entendu. Dès que c'est un métier qui sort de l'ordinaire et qui est pas manuel, où tu forces pas, tu vois, un métier de plaisir, on va dire, tout de suite on se dit mais c'est pas un vrai métier, quoi, c'est pas possible. L'association travail et difficulté, quoi. Donc c'est ça, c'est ça. Alors, les mentalités sont en train de changer petit à petit en France, mais c'est vrai que quand j'ai commencé moi en 2008, 2007-2008, ouais, il y avait encore des idées reçues, des croyances sur le métier d'artiste peintre, donc bon voilà. Et puis il y a tout un aspect très technique qu'on voit pas en fait. Quand on connaît pas le métier, tu vois, on voit une peinture, on dit ah oui c'est beau, enfin on a jeté des couleurs comme ça, mais en fait il y a tout un processus créatif, des techniques bien précises dans les outils, les matières et tout ça. C'est pas dû au hasard tout ça. Non, c'est pas dû au hasard. Après moi, c'est vrai que j'ai eu un cursus, exclusivement artistique, donc j'ai appris, pendant que j'étais à l'école, bah, toutes ces techniques. Maintenant je les développe vraiment avec ma patte, mon univers personnel et c'est vrai que oui, on peut dire que, il y a une partie qui est un peu cachée dans l'atelier qu'on ne voit pas et il y a aussi des fois des réflexions, des fois des essais, des ratés, on expérimente beaucoup. Enfin moi j'essaye d'avoir 2 activités artistiques, on va dire. J'ai l'activité dominante qui est pour moi celle que je montre en galerie, celle que je vends et celle, voilà, qui est souvent, montrée sur les réseaux sociaux et puis il y a une activité un petit peu, en dessous, enfin dans l'atelier où j'essaye d'autres techniques, je me lance un petit peu, sur différents univers, compositions et donc ça je le fais, en parallèle. Ça enrichit beaucoup, ma composition dominante et mais moi ça me permet aussi de tester d'autres choses, de voir alors je travaille pas souvent sur toile quand c'est pour de l'expérimentation, je travaille sur papier grand format ou sur carnet. Mais voilà, ça me permet de puis aussi de débloquer beaucoup de choses. Dans l'expérimentation, on n'a pas cet enjeu, cette envie de résultat comme on a dans une toile quand on se dit: «Bon, je la commence, il faut que je la termine et puis il faut qu'elle parte», quoi. Donc là, c'est différent. Dans l'expérimentation, on est plus dans le lâcher prise. Ouais, c'est génial. C'est génial et je trouve que c'est hyper important d'avoir cet espace à toi pour laisser de la place à ta créativité, à tes envies et tout, sans être dans l'aspect commande, on va dire. J'avoue que c'est une chose qui me faisait peur quand je me suis lancée en cake design en me disant, mais si je le fais que pour répondre à une commande, j'ai peur de perdre du plaisir en fait. Et je me suis rendu compte qu'en faisant comme toi, en ayant des moments où je crée juste, bah, je perds pas ce plaisir en fait. C'est ça, c'est vrai que le fait d'avoir cette phase d'expérimentation, oui, ça c'est exactement ce qu'il faut pour l'artiste. Enfin, en tout cas, moi, je le recommande aux artistes d'avoir toujours, ce genre d'activité. Et puis après, moi, c'est vrai que j'ai cette chance aussi, d'avoir, des marques qui me proposent des fois, bah, de tester de nouveaux produits et donc c'est dans ces cas-là aussi que je tente aussi de nouvelles techniques. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. Ouais, ah, c'est chouette. Et il y a une chose que tu fais que j'ai beaucoup appréciée quand je t'ai envoyé un mail pour organiser le podcast, c'est que tu fais un message automatique où tu expliques comment tu préserves en fait ta créativité. Et je trouve que c'est fort parce que c'est pédagogique et en même temps ça permet à la personne d'attendre en sachant pourquoi elle attend. Dans ton mail, tu dis que tu as besoin de temps que pour ton activité créative, que tu as besoin de sessions calmes, longues, et donc que tu répondras pas rapidement. Quoi. Et j'ai adoré. Oui, c'est vrai, j'ai mis en place, ce petit message automatique parce que c'est vrai que, ben, avec les réseaux sociaux, mon blog qui est ouvert 24 heures sur 24, j'étais un peu assaillie de messages dans tous les sens et puis, je m'étais rendu compte que les gens, des fois m'écrivaient un vendredi soir et quand le dimanche matin, ils n'avaient pas de réponse, ben, ils se demandaient pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, voilà, moi j'ai des week-ends aussi comme tout le monde, j'ai donc voilà et ça c'est important aussi et je pense que juste, informer les gens ça se passe très bien et tout le monde est au courant et comme ça, voilà. Oui, des fois, ils se rendent même plus compte, hein, comme tu dis, avec le jeu des réseaux sociaux et tout, on y est tout le temps, ils envoient un message et puis ils se rendent même plus compte que c'est pas l'heure d'envoyer un message à quelqu'un. C'est ça. Donc c'est juste l'information, comme ça au moins c'est clair entre nous et les gens en règle générale sont très contents et après quand je leur réponds derrière, bon ben voilà, ils sont contents. Non, je trouve ça très bien parce que ça marque les choses, toi, ça te permet de te préserver, puis en plus, ça fait de la pédagogie en disant, faut pas croire hein, que ça vient comme ça en 2 minutes. C'est ça. Et tu t'es toujours vue imaginer artiste. Petite, tu te voyais déjà être artiste. Petite, je m'imaginais, dessiner.
J'avais pas réellement de métier en tête, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai conçu mon métier toute seule, c'est parce que c'est vrai que le métier d'artiste peintre, bon voilà, je connaissais, les vies, les parcours, d'anciens artistes peintres, voilà. Mais, c'est vrai que quand j'étais petite, je voulais dessiner, je voulais peindre et c'était ça en fait ce que je voulais faire, tout le temps, toute la journée. Voilà, bah, du coup, on peut dire que j'y suis arrivée. Et dans ton entourage, on t'a pas dit: «C'est pas un métier, fais d'abord des vraies études et après on verra»? Alors, bon, je vais pas cacher que mes parents étaient un peu inquiets quand même, hein, c'est vrai que surtout que moi j'ai pris très tôt un parcours artistique. C'est-à-dire que dès la fin de la primaire, j'ai commencé à dire à ma mère que je voulais, dessiner, même dans les grandes écoles et puis, tous mes loisirs et tous mes week-ends, je les passais dans des ateliers d'artistes. Donc mes parents voyaient bien que, bon, ben, voilà, au lieu d'aller, faire du handball ou du volley, moi je faisais de la poterie et de la peinture. Donc ça a aussi beaucoup enrichi, bah, ma technique, puisqu'en fait, j'ai commencé très tôt à être dans des ateliers d'artistes. Alors au début, c'était pour enfants et puis après, passé 15 ans, tu vas dans les cours d'adultes et ça, je l'ai fait, jusqu'à la fac. Jusqu'à la fac, j'ai continué à être dans des ateliers. En parallèle de mes études, chaque fois, j'étais dans des ateliers. Tu avais vraiment, la fibre en fait. Tu savais que tu étais déterminée. J'ai c'est ça et puis ça me plaisait, voilà et j'étais pas trop en demande de sport collectif ou de sport, voilà donc mes parents, ont essayé à 2 ou 3 reprises, hein, de me lancer dans et puis bon, quand ils ont vu que ça marchait pas j'ai fait une fois de la danse contemporaine, mais bon, mes parents ont très bien vu qu'à la à la fin, le jour du spectacle, j'étais pas forcément, la plus à l'aise sur scène et puis et puis du coup, j'avais pas forcément bien appris tous les pas, enfin, on voyait que j'étais un peu larguée quoi donc Et la poterie, tu en fais toujours? Alors la poterie, j'en ai fait pendant un temps. J'ai fait aussi beaucoup d'argile quand j'étais à l'école. Ça me tente de revenir parce qu'en fait, quand je vois des choses qui sont, voilà, à travailler à l'argile, des fois j'ai envie, mais j'ai pas le matériel ici pour travailler parce qu'après il faut s'équiper, hein, quand on fait ce genre de technique, avec l'argile et tout. Mais ça me titille, ça me chatouille. Et comment tu fais pour, avoir des idées, rester créative? Où tu vas puiser ton inspiration? Alors mon inspiration, ben, en fait, je la puise un peu comme les enfants, c'est-à-dire que j'ai un cerveau et je pense que tout le monde aussi donc c'est que du coup j'observe beaucoup et je vais retenir certaines choses qui vont après me servir, dans mes créations. Donc il y a des fois où je note des choses parce que mon cerveau peut pas toujours, tout retenir et puis ça me décharge de d'écrire. Donc j'écris beaucoup, je lis, voilà, je m'intéresse un peu à l'actualité artistique, je regarde un peu ce qui se fait à côté, je m'intéresse aussi aux nouvelles technologies, voilà, donc tout ça et je pense que de toute façon, cette créativité-là, tout le monde la développe, hein. Après je pense que c'est des fois le temps qui fait qu'il y a certaines personnes qui la mettent un peu de côté, mais bon, voilà, je pense qu'on est tous à même dans un parc de se retrouver, puis d'observer les gens, de regarder comment ils sont habillés, les couleurs qu'ils mettent, enfin ça c'est voilà et ça, j'adorais faire ça quand j'étais en Angleterre. J'allais me balader dans le parc, je m'asseyais un moment et puis je regardais. Alors en plus, les Anglais sont pour les tenues vestimentaires, ils sont un peu les rois donc du coup, il y avait des choses des fois qui étaient étonnantes et je me disais: «Tiens, ces associations de couleurs ou de motifs, je les verrais bien dans mes tableaux». Ou alors des fois, c'était, juste une couleur sur une feuille qui est rose fluo ou quelque chose qui ressort et du coup, je me dis: «Ah waouh, ça fait super joli» ou enfin voilà et puis bien sûr, les sorties, culturelles, tout ça qui aussi enrichissent ma créativité. Donc après les idées, c'est un peu mon cocktail quoi. C'est tout ça, c'est mélangé dans ma tête et puis à un moment donné, ça ressort, voilà. Ouais. Ouais, c'est garder une ouverture d'esprit, en fait, rester alerte à ce qui se passe et puis après, laisser tout ça maturer et émerger naturellement. Exactement, exactement, sans forcer et ça vient. Et c'est vrai que des fois, les gens disent: «Ouais, je suis pas créatif», mais simplement, c'est qu'ils prennent plus le temps d'observer, de regarder et prendre le temps de s'écouter. On est tellement speed, tellement partout, la société est tellement speed que quand on n'a pas, on n'est pas forcément habitué à observer et on se dit: «Ah, je suis pas créatif, c'est pas pour moi» et puis c'est tout, quoi. Oui, 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 surtout que bon, si on prend, des enfants, et ben, on se rend compte que tous, à la base, ils ont plein d'idées, ils sont créatifs. Après, c'est vrai qu'il y a l'école qui nous formate un peu, il y a le parcours, professionnel qu'on va prendre aussi, et puis après toutes nos responsabilités dans la journée. Si c'est vrai qu'on est,
femme avec, moi c'est vrai que je n'ai pas d'enfants, donc du coup, si j'avais 5 ou 6 enfants, peut-être que ça serait complètement différent. Enfin voilà et après c'est vrai que c'est le parcours de vie de chacun, mais je pense qu'à la base, on a tous cette faculté et c'est petit à petit qu'on s'en éloigne, en fait. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et du coup, comment tu les accompagnes, les artistes qui veulent travailler avec toi? Alors les artistes que j'accompagne, ils me rencontrent déjà, enfin ils me découvrent, via mon blog que je tiens depuis, de nombreuses années maintenant. Ça fait depuis 2009. Il y a à peu près 1 500 articles qui ont été, déjà publiés via mon blog. Donc on va dire que les personnes qui me contactent, ils apprennent à me connaître, à voir qui je suis, façon dont je réfléchis, mes tableaux, découvrir un peu mon art et tout, voir un peu mes actualités, comment je procède et puis à un moment donné, soit ils se dirigent, vers du conseil, parce qu'ils ont vraiment un objectif précis et qui ou alors qu'ils ont des blocages, soit ils vont commencer par quelque chose, comment dire? Plus personnel, par un livre que j'ai écrit et donc ce sont des livres numériques que je propose, sur mon site internet et donc ils commencent à lire ces livres-là et puis à la suite de ça, ils vont peut-être avoir des questions et à ce moment-là, ils passent en conseil vraiment, en direct, en privé, one to one et voilà et on échange comme ça. Ouais, et tu as accompagné beaucoup d'artistes comme ça? Ouf, je compte même plus, enfin là, ça fait, en fait, j'ai commencé à faire du conseil, on va dire, il y a les tout premiers conseils que j'ai commencé à mettre en ligne, c'était il y a peut-être 5 6 ans. Alors au tout début, bon, c'était du des pour moi, c'était tout nouveau parce que je n'ai pas été, formée, en coaching ou quoi que ce soit. Donc là aussi, je me suis documentée, j'ai beaucoup lu, beaucoup appris aussi à dialoguer aussi avec un autre artiste, à faire attention à sa personnalité, à son individualité, à sa singularité. Hem et puis, donc je me suis beaucoup documentée, et en fait, lors de mes rendez-vous, c'est essentiellement mon expérience que je vais partager, mon expérience d'artiste pour qu'ils évitent, certains écueils, qu'ils aillent plus vite dans certaines orientations, qu'ils tâtonnent moins, voilà. Donc c'est comme ça et puis après, avec mon mari maintenant qui a rejoint mon activité il y a 2 ans, on s'est vraiment, focalisés, sur cette partie conseil puisqu'on a créé ensemble, des webinaires gratuits en fait pour que les artistes aussi qui soient un peu frileux parce que c'est vrai que c'est être artiste, c'est aussi être très, très sensible. On n'a pas forcément des fois, assez d'audace pour aller voir quelqu'un et taper à sa porte. Donc déjà de le voir un petit peu, sur les réseaux sociaux, lire ses articles, c'est pour ça qu'on a fait des webinaires aussi pour qu'ils apprennent à nous découvrir. Et puis après petit à petit, là, à ce moment-là, ils investissent et ils s'impliquent, vraiment plus intensément. Mais au début, je pense qu'ils sont un petit peu comme tout le monde, un petit peu ils ont un peu peur des arnaques. Donc ils commencent par étapes en fait. Ils ont plusieurs choix, et je pense que c'est ça en fait qui fonctionne bien. Alors après le nombre de personnes, je ne sais pas exactement. Je pense avoir rapproché des 200 peut-être. Je sais pas exactement parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils et puis, on a déjà beaucoup aussi de témoignages sur le blog. Je crois qu'on a peut-être 70 témoignages ou tu quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Il y en a aussi des témoignages sur Facebook. Enfin bon, donc je compte pas en fait, moi je suis plutôt dans la qualité. Je suis là, je me mets à fond, dans ce que me demandent les personnes. Je m'adapte aussi à leurs demandes et à leurs besoins. Et alors, comment tu arrives à tout concilier? Parce que tu fais plein de choses. Comment tu arrives à t'organiser pour tout concilier? Bon après, je vais te dire, j'ai pas, des rendez-vous tous les jours non plus, hein. C'est, voilà. Donc du coup, moi, j'ai des plages horaires, encore très importantes où, je peux me consacrer à mon travail, à ma peinture. Là, c'est vrai, ces mois derniers, on a pris une petite assistante donc qui nous aide aussi dans le contenu du blog. Donc c'est une jeune fille en fait qui est en école de communication et qui est en bac+2 et voilà, donc qui avait besoin de faire un stage et en fait, c'est super quand en plus, tu as quelqu'un qui s'investit à fond, qui est vraiment partant et qui a des choses à dire. Donc voilà, donc du coup, on se partage un peu le travail et puis, il y a mon mari aussi qui est là, qui gère un petit peu la partie lui, il gère la partie technique du blog, s'il y a des bugs, parce que c'est vrai que maintenant, le blog, c'est devenu une machine de guerre, hein. On a investi énormément de plugins, on a investi, alors dans les vitesses d'affichage des pages, on a investi, dans une boutique en ligne, donc il a fallu, acheter des plugins. Il faut regarder régulièrement les mises à jour. Bon voilà, tout ça, c'est de la maintenance que Gilles fait et à côté, moi, je m'occupe plutôt de la communication du blog et de la création. Donc j'ai quand même des plages horaires pour la créa, qui restent quand même assez satisfaisantes. Ouais, donc tu es pas toute seule pour tout gérer non plus, donc ça, cool.
Non, je ne le suis plus, je ne le suis plus. Au début, c'est vrai, j'étais toute seule, je faisais tout, mais petit à petit, voilà, c'est vrai que quand il commençait à y avoir de plus en plus de demandes et puis, de plus en plus de problèmes techniques sur le blog et puis voilà et puis mon mari avait envie aussi de faire quelque chose qu'il avait envie de faire vraiment par plaisir. En plus, il s'est mis à la photo il y a 4 ou 5 ans, donc il a un peu rejoint le côté, des artistes, parce qu'au début, il était pas du tout dans cette branche. Il a fait de la logistique, dans des grosses entreprises parisiennes et donc voilà, maintenant il est entre le conseil et la photo, voilà. Puisqu'il conseille aussi les artistes. Il fait aussi des rendez-vous. Ah, c'est chouette de voir comment, tu as déteint sur lui de façon positive. Oui, 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 c'est vrai qu'on est, maintenant des fois, on a l'impression, qu'on est habillés pareil, qu'on Ouais. c'est rigolo et sans se consulter en plus, c'est ça qui est drôle. Ah, vous êtes vraiment connectés. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ton activité du coup? Alors après les choses, oui, que j'aime moins, c'est qu'en fait quand on est indépendant, dans un métier quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément que artiste peintre, c'est que en fait, on est au en première ligne de tout. C'est-à-dire que, forcément, c'est notre business, donc dès qu'il y a un truc qui va pas, ben, c'est nous qui sommes en 1 ligne. Dès qu'il y a quelque chose à rétablir, c'est nous. Donc c'est vrai que on n'a pas de tampon, quoi. Donc on va dire que, ben, ça arrive directement en pleine face et donc voilà, ça c'est mais d'un certain côté, quand on a des reconnaissances, voilà, ça fait toujours plaisir de les avoir aussi, en direct, quoi. Donc c'est un petit peu le côté un peu, voilà, de ce boulot-là, c'est qu'en fait, c'est nous qui sommes au front et arrivons en première ligne et donc s'il y a des impacts et ben, on se les prend, voilà. Ouais. Ça, c'est le côté un peu moins rigolo. Ah, c'est vrai que c'est les 2 faces d'une même médaille, quoi. Le côté, pas reconnaissance de son travail, c'est toujours agréable. Mais c'est vrai que surtout les créatifs sont très souvent très intuitifs et ça dépend. Certains aiment bien être exposés, mais majoritairement, ils n'aiment pas forcément être trop exposés et le conflit non plus. Et quand il y a des problèmes et qu'il faut régler des problèmes, là, ça devient compliqué. C'est ça. Donc surtout que bon, moi, j'ai jamais été formée, pour, gérer, un conflit commercial ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est vrai que, bah, quand on est obligé d'être dedans, c'est pas cool, quoi. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui aujourd'hui hésitent à se lancer parce qu'elles sont peut-être dans une activité, ce qu'on appelle entre guillemets hein, les vrais métiers et qu'elles se disent non, je ne peux pas tout laisser tomber pour me lancer dans un métier artistique. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour les aider à se lancer? Moi, je dirais qu'il faut d'abord s'écouter et que si passer un cap parce que bon, moi, j'ai eu, comme tout le monde, hein, des périodes où, je me sentais pas trop, d'oser ou de me lancer. C'est vrai que quand on a 20 ans, on voit pas trop réellement ce qu'on a envie de faire et puis quand on passe un cap à un certain âge, on se dit: «Bon, ben, moi, j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui me plaît. Maintenant, j'en ai marre de travailler pour quelqu'un, j'ai envie d'être mon propre chef». Donc après, si on a ce déclic, moi je pense qu'il faut pas laisser passer quoi. C'est quelque chose qui si on a une petite intuition ou une petite voix qui nous dit, «Allez, j'en ai ras le bol de ce genre d'activité, j'ai envie de bosser pour moi», et ben il faut s'écouter. Surtout si on arrive à un cap où à un moment donné on se dit: «Bon tiens, là, j'ai une quarantaine d'années, d'un côté, bon OK, j'ai vu plein de choses, derrière moi, mais je me dis: "J'ai envie de me faire plaisir maintenant aussi"». Donc je dirais, il faut aussi se dire que la vie c'est fait aussi pour se faire plaisir et si on peut le faire, si après bien sûr qu'il y a des paramètres, hein, donc des fois, c'est un peu plus complexe, mais je me dis, on peut toujours trouver une solution, la seule solution à mon avis, la seule solution qui n'a pas de enfin le seul problème qui n'a pas de solution, moi je dirais c'est la mort, quoi. Mais après, avant, il y a possibilité de toujours trouver une solution. Il y a toujours un plan B, quoi et de se dire: «Bon, écoute, en ce moment, j d'accord, j'ai des enfants, j'ai machin, mais si je combine différemment, si je fais un planning comme ça et puis si je fais des cours le soir, du coup, je vais pouvoir me former». Enfin, quand, on a envie vraiment, on trouve des solutions. Donc je pense que c'est son envie, ses pulsions, la vie qui avance aussi, puis se dire, «Bon, est-ce que je continue comme ça?» et puis surtout si je commence à ressentir un mal-être, corporel. Moi, c'est ce qui s'est passé, quand j'avais la trentaine, en tant que salariée, j'étais dans une entreprise et je ressentais vraiment du stress, dans mon corps, quoi. Je commençais à avoir des problèmes cutanés, voilà, il y avait des choses qui ressortaient. Bon, bah, voilà, au début, c'est des premiers signes et puis si on ne fait pas attention à ça, bon, ça s'aggrave et puis après ça se transforme en quelque chose de plus grave.
Donc je pense que là-dessus aussi, il faut être un peu vigilant, s'écouter. Je pense les gens vont se dire: «Oui, mais j'ai déjà entendu cette musique-là», mais c'est que c'est vrai, en fait. C'est que c'est vrai et que souvent, en ne s'écoutant pas, on agit par la force parce que le corps il peut plus ou que le mental ne peut plus et qu'il y a un moment où on est tellement bas qu'il faut prendre le temps de remonter et c'est dommage quoi d'en arriver là. Donc effectivement, je pense que s'écouter, c'est la première chose et comme tu dis, hein, écouter, ce que le corps nous dit, c'est un compas le corps, hein, donc Ah oui. quand ça va pas, il nous dit, hein, donc faut vraiment être, en alerte. Bah, merci beaucoup pour cet échange, c'était chouette, j'ai beaucoup apprécié. Eh beh, merci, merci Lola, moi aussi. C'est passé vite. Ouais, c'est passé hyper vite. Bonne continuation, puis à très, très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que comme moi tu as, apprécié, cet échange, plein de vie, plein de couleurs. C'était, vraiment hyper intéressant de voir, son univers et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est, le fait qu'en tant qu'artiste, tu peux être entrepreneur aussi. C'est vrai que sur le papier, les artistes, les créatifs ont pas forcément le profil type de l'entrepreneur qui est plutôt, rationnel, qui a les pieds sur terre, alors que, les créatifs sont plutôt, dans le relationnel, dans l'imaginaire, la tête dans les étoiles et pour autant, il est totalement possible d'avoir une carrière d'entrepreneur en tant qu'artiste. Émilie en est la preuve et ben, si tu souhaites aller voir son contenu, je ne peux que t'encourager à le faire. Elle a énormément, d'accompagnement, de livrets d'accompagnement qui sont, hyper utiles, hyper bien ciblés et qui pourront t'aider à débloquer tes éventuels blocages créatifs et te permettre de prendre largement ta position d'entrepreneur et de vivre de ta créativité. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-créativité.fr/podcast.